Il a commandé quelques-unes des plus célèbres et dangereuses expéditions dans l'Arctique. Il s'est aventuré dans le Grand Nord plus loin que quiconque auparavant. Il a survécu à au moins 15 naufrages. Il a même déjà parcouru 1100 km en traîneau à chien pour obtenir du secours lorsque la glace a brisé son bateau. Bob Bartlett est réputé être l'un des plus grands capitaines de l'Arctique du 20e siècle. Les plus importants scientifiques, les plus illustres explorateurs et les plus riches aventuriers lui ont tous demandé de commander leurs expéditions dans le Grand Nord. Cette carrière hors du commun s'est étalée sur plus de 50 ans. Bob Bartlett voit le jour le 15 août 1875 à Brigus, petit village de pêcheurs situé sur la côte est de Terre-Neuve. Son père, William, est capitaine et suit ainsi les traces de son propre père. De fait, les Bartlett de Brigus sont capitaines de père en fils depuis des générations. Sa mère Mary, par contre, entretient pour son fils l'espoir d'un destin différent. J'étais le fils aîné et ma mère avait décidé que je deviendrais pasteur. À 15 ans, j'entre donc au collège méthodiste de St. John's. L'esprit de mes ancêtres est toutefois trop fort. La mer m'appelle. Bob Bartlett passe toutes ses vacances d'été au large sur la goélette de son père, l'Osprey. Il navigue jusqu'au Labrador pour pêcher la morue ou navigue jusqu'aux banquises de l'Atlantique Nord pour chasser le phoque. À 17 ans, il quitte l'école et s'embarque comme simple marin sur le Coruscant. C'est un navire marchand en partance pour le Brésil avec une cargaison de morue. Ce premier voyage en haute mer va le convaincre de devenir capitaine au long cours. Il passe les 6 années suivantes en mer. J'ai beaucoup voyagé un peu partout dans le monde sur divers navires marchands. Mis à part les cargaisons de charbon et de bananes, les plus courantes étaient le poisson séché, l'huile de phoque, le bois, l'ardoise et autres marchandises générales. L'Europe m'a enchanté et j'ai bien aimé aussi l'Amérique du Sud. Les tropiques, toutefois, ne m'ont jamais séduit. La chaleur accablante, l'omniprésence des serpents, les moustiques, l'eau contaminée et la fièvre, c'était trop pour moi. En 1898, il a accumulé un nombre suffisant d'heures en mer pour demander son brevet de capitaine au long cours. Il passe l'examen à Halifax et le réussit. Le voilà enfin capitaine au long cours. Il aurait pu commander un navire marchand ou un bateau de pêche, mais il préfère l'aventure. Il convoite donc un poste plus palpitant. Son oncle John commande le Windward, le navire amiral d'une importante expédition vers le pôle Nord, dirigé par le célèbre explorateur Robert Peary. Il accepte le poste de second qui lui est proposé. J'avais la mer dans le sang et le désir d'explorer les coins les plus sauvages de la planète. À l'été 1898, je navigue en direction de l'Arctique sur le Windward. Au cours des 10 années suivantes, il accompagne Robert Peary dans ses 3 tentatives d'atteindre le pôle Nord. À la première expédition, il est second sur le Windward. Lors des 2 autres, il est capitaine du Roosevelt, un navire à vapeur à coque d'acier. Les 2 premières expéditions virent au désastre en raison de tempêtes, d'une pénurie de vivres et de blessures. La 3e expédition quitte New York en juillet 1908 et atteint l'île Ellesmere 2 mois plus tard. Bob Bartlett, Robert Peary et les autres membres de l'expédition laissent derrière eux la protection limitée du bateau pour s'élancer vers le pôle Nord en traîneau à chien. La température est clémente et l'expédition progresse bien. À la fin de mars, les hommes établissent un campement à 250 km de leur but. À cette étape, Robert Peary entend poursuivre jusqu'au pôle Nord avec une équipe réduite. Il ordonne à Bob Bartlett de retourner au Roosevelt le 1er avril. Celui-ci est assommé par cette requête imprévue. Il est de loin le meilleur navigateur de l'expédition et prévoyait escorter Peary jusqu'au pôle Nord. Après des semaines en traîneau à chien à affronter le vent et la glace, il doit rebrousser chemin. Il raconte plus tard sa déception au quotidien New York Herald. J'étais amèrement déçu. Je ne sais pas, mais peut-être ai-je versé quelques larmes. Peut-être étais-je alors un brin obsédé. Peary m'a dit que je devrais partir. J'ai donc obéi. Mais j'avais ce but en tête depuis si longtemps qu'à ce moment, j'aurais préféré mourir plutôt que d'y renoncer. Robert Peary choisit Matthew Henson car il est un meilleur pilote de traîneau à chien.
Son équipe comprend aussi 4 Inuits, Ukiah, Uta, Siglu et Ejinwa. L'équipe se remet en route et déclare avoir atteint le pôle Nord le 6 avril 1909. Le milieu scientifique accueille cette nouvelle avec scepticisme. Aucune donnée n'appuie la revendication de Robert Peary. Nombreux sont ceux qui lui reprochent l'absence de Bob Bartlett, car comme navigateur, il aurait pu être en mesure de la corroborer. Celui-ci se porte pourtant la défense de Robert Peary dans les journaux et dans son autobiographie. Les Américains ont reproché à Robert Peary le choix de Matthew Hansen. Il aurait été préférable, selon eux, qu'il m'amène avec lui. Je suppose que cette décision m'aurait permis de donner de multiples conférences et de bien gagner ma vie. Je ne nie pas qu'il aurait été extraordinaire de se tenir au sommet du monde. Toutefois, il ne faut pas oublier que Matthew Hansen était un meilleur pilote de traîneau de chien que moi. Je pense donc que Robert Peary a eu raison, et je ne lui en ai jamais gardé rancune. L'expédition est de nouveau ébranlée par les affirmations de l'explorateur Frederick Cook. Il proclame avoir atteint le pôle Nord en avril de l'année précédente. Ce rival de Robert Peary n'a, lui non plus, aucune preuve. Au cours du long conflit qui les oppose, ils tentent de jeter le discrédit l'un sur l'autre. L'opinion publique penche fortement en faveur de Robert Peary, mais les doutes persistent sur les prouesses de ces deux hommes. Pour sa part, la participation de Bob Bartlett à l'expédition est largement saluée. Il est honoré et récompensé. Il reçoit notamment la prestigieuse médaille Hubbard pour l'exploration de l'Arctique et la médaille d'argent de la Royal Geographical Society. À l'été 1913, Bob Bartlett retourne en Arctique à titre de commandant du Carlock, le navire amiral de l'expédition canadienne dans l'Arctique que finance le gouvernement fédéral. Il doit acheminer un groupe de scientifiques et d'explorateurs à l'île Herschel, située au nord du Yukon. Ils auront pour mission d'examiner les espèces végétales et animales et de repérer les gisements minéraux. Ils chercheront également à vérifier la présence d'autres territoires au nord de l'Alaska. C'est à cette époque la plus grande expédition scientifique jamais tentée dans cette région. Même si Bob Bartlett consent à devenir capitaine du Carlock, il doute de la solidité du bateau dans les eaux périlleuses de l'Arctique. Il est convaincu que le gouvernement aurait dû opter pour un brise-glace à coque d'acier plutôt que pour une vieille barquentine en bois reconvertie en baleinière en 1899. Le navire se retrouve prisonnier de la glace moins de 2 mois plus tard. Ainsi coincé, il dérive au gré du courant pendant 5 mois. Le 10 janvier 1914, la glace finit par défoncer le flanc du navire. Sans l'expérience et la prévoyance du capitaine, l'équipage n'aurait pas survécu. Il avait ordonné aux membres de l'expédition, quelques semaines auparavant, de construire des igloos sur la banquise et d'y entasser tout autour la majorité du ravitaillement. L'approvisionnement en vivres et en carburant assurerait pendant plusieurs mois la survie de ce camp des naufragés. Pendant que le Carlock s'enfonce peu à peu dans la mer, il ordonne l'abandon du navire, mais reste à bord le plus longtemps possible. Il fait jouer sans interruption des disques phonographiques sur son phonographe Vitrola. Finalement, il met la marche funèbre de Chopin sur le tourne-disque, quitte le navire et contemple le Carlock sombrer dans les eaux. C'est la longue nuit polaire. Par prudence, Bob Bartlett décide qu'il vaut mieux attendre le retour de la lumière dans quelques semaines, car la plupart des membres de l'expédition ne possèdent pas l'expérience nécessaire pour se déplacer dans l'Arctique. Le 19 février, les 17 survivants remplissent les traîneaux à chiens de vivres et mettent le cap sur la terre ferme. Après 1 mois et 150 km, ils parviennent à l'île Wrangel. C'est un endroit désertique et inhabité situé près du littoral de la Sibérie. L'équipage en sécurité, Bob Bartlett repart en traîneau à chien pour chercher du secours avec un autre membre de l'expédition, le chasseur inuit Kataklovik. Le trajet se transforme alors en lutte incessante pour traverser ou contourner la mer libre et les passages d'eau appelés chenaux. C'est la façon la plus pénible et risquée de voyager dans l'Arctique. Les deux hommes franchissent un incroyable parcours de 1100 km avant d'atteindre l'Alaska le 28 mai. Bob Bartlett avertit Ottawa. Un navire dépêché à la rescousse récupère les survivants de l'île Wrangel le 7 septembre, soit 8 mois après le naufrage du Carlock.
Peu après son retour en Amérique du Nord, Bob Bartlett demande et obtient la citoyenneté américaine. Il partage dorénavant le reste de ses jours entre New York, Brigus et l'Arctique. En 1925, le millionnaire et ami James B. Ford lui achète la goélette Effie M. Morrissey. C'est le coup de foudre. À partir de ce moment, il effectue annuellement un voyage dans l'Arctique avec sa goélette préférée. Bob Bartlett comprend la portée scientifique de ces expéditions et fait don à des universités et à des musées de squelettes de baleines, de différentes espèces végétales, d'échantillons d'eau et autres précieux spécimens de l'Arctique. Des photographes l'accompagnent dans ces expéditions et en rapportent un grand nombre de photos et de films illustrant cette région peu connue. Le financement provient d'organismes comme le Smithsonian Institute, l'American Museum of Natural History, le New York Botanical Gardens et bien d'autres organismes connus. Hésitant entre la retraite et une autre expédition, il contracte une pneumonie au printemps 1946 et meurt le 28 avril à 70 ans. Bob Bartlett a souvent décrit les difficultés d'une vie en mer, mais il déclarait du même souffle qu'il n'était jamais aussi heureux qu'en mer. Sur la terre ferme, un homme est toujours préoccupé de ce qu'il pourrait posséder de plus. C'est différent à bord d'un navire. Vous êtes satisfait de ce que vous avez parce que vous êtes simplement heureux d'être en vie. Si je devais recommencer, je serais de nouveau marin. Il n'y a rien qui vaut la vie en mer.